terme de ces belles journées, et qui d'autre aurait pu mieux y mettre le point d'orgue que notre cher Alain de Libera. J'ai déjà eu l'occasion de présenter longuement ici le titulaire de la chaire de philosophie médiévale. Aussi, plus ample présentation de ma part serait-elle parfaitement inutile. Est-il besoin du reste encore de présenter Alain de Libera? Mais surtout, je sais combien tous ceux qui ont le bonheur de suivre émerveillé les cours dont Alain nous fait depuis 3 années à présent le cadeau m'en voudraient, ils auraient raison d'abuser de cette présidence pour empiéter sur son temps de parole. Rassurez-vous, je suis tout aussi impatiente que vous de l'entendre et de m'instruire. Aussi vais-je m'empresser, mon cher Alain, de te laisser à présent, pour notre plus grande joie, officier. À toi. Merci beaucoup, Claudine. Je vais officier de réserve, bien entendu, mais oui, Martin Heidegger, donc, est mort le 26 mai 1976 à Freiburg, en Breisgau, à l'âge de 86 ans, 2 ans avant Étienne Gilson. Il laisse une œuvre dont l'édition, commencée en 1975, déploie en 4 sections, Abteilungen, pas moins de 102 volumes, dont la majeure partie est aujourd'hui parue, selon des procédures éditoriales qui ont évolué entre l'ordre chronologique du premier plan formulé en 1974 pour le 85e anniversaire du philosophe et le premier plan posthume publié en 1978, imposant la procédure de l'édition dite de dernière main, aus letzter Hand, où les différentes strates, corrections, repentirs et réécritures éventuelles d'un même texte ne sont pas portées aux yeux du lecteur. Le public n'a longtemps connu que les 16 textes rassemblés dans la première section, publiés auparavant par l'auteur, chez divers éditeurs entre 1910 et 1976. La deuxième section regroupe les cours donnés, esquissés ou programmés entre 1914 et 1944 à Fribourg, à Marbourg, puis de nouveau à Fribourg. La troisième section, majoritairement consacrée aux inédits, propose des textes volontairement soustraits à la publication par l'auteur lui-même, tous caractéristiques de ce qu'on appelle le second Heidegger. La quatrième section contient des séminaires, un volume consacré aux travailleurs, Der Arbeiter d'Ernst Jünger, 2 volumes de correspondances choisies, mais surtout une série de réflexions, Überlegungen, et de remarques, Anmerkungen, manuscrites, transmises dans les désormais célèbres cahiers noirs, Schwarze Hefte, dont les 3 premiers volumes ont été publiés en 2014 par Peter Travny. Il y a quelque chose du portrait de Dorian Gray en cette étrange entreprise éditoriale d'anamorphose auto-bio-bibliographique, quelque chose comme des anti-mémoires d'outre-tombe, qui auront vu la figure du penseur se déformer à mesure que ses méthodes et ses problèmes prenaient forme posthume, son personnage théorique s'enténébrer et se défaire comme s'il l'avait voulu et le voulait encore, à mesure que son œuvre, tracée et retracée d'une main morte, se faisait et s'éclairait sous nos yeux d'un jour aussi manifestement terrible que supposé nouveau. An edition of the dead hand, la formule que, dès 1995, Theodor Kisil avait utilisée pour qualifier ce qu'il appelait le scandale intellectuel international de l'Ausgabe aus letzter Hand, a pris une résonance particulière avec la publication des premiers cahiers noirs, comme si la main morte de l'ancien recteur de Freiburg était venue, en toute inconscience ou toute arrogance, livrer les pièces manquantes du dossier de sa relation au national-socialisme, qu'on appelle parfois dans les traductions françaises iréniques le socialisme national.
Le mot de destruction, terme vedette de Sein und Zeit, est un des plus connus du lexique heideggerien. Sa fortune laisse songeur et pose à l'historien des idées un problème passionnant. Comprendre comment, à travers Derrida et la réception principalement nord-américaine de la déconstruction derridienne, mais à l'évidence pas seulement, un terme, Zerstörung, que son auteur jugeait non exportable en dehors d'un domaine de recherche bien précis, les fondements de la logique, de la métaphysique et de la psychologie, en vue d'une confrontation que j'oserais qualifier de germano-allemande avec le néo-kantisme, sa théorie de la connaissance, sa pratique de l'histoire de la philosophie, la Problemgeschichte, l'histoire des problèmes de Winbrandt, son anthropologie philosophique, sa philosophie de la culture. Enfin, comment dis-je, un terme de ce genre a bien pu, parfait exemplaire de ce que Claudine Tiercelin appelait mercredi un concept migratoire, et nous avons retrouvé depuis à plusieurs reprises cette expression, non seulement migrer ailleurs, mais progressivement annexer toutes les provinces de la culture postmoderne, art, philosophie, politique, études, genre, whatever, ou plutôt whichever. Je laisse cela de côté. Je m'intéresse aujourd'hui au début de l'intrigue, que, pour des raisons qui apparaîtront, je mènerai jusqu'à un point précis, l'année 1934. C'est-à-dire que dans le titre qui figure sur le programme, de la déconstruction à l'histoire de l'être, Geschichte des Seins, je m'arrêterai à ce qui correspond au mot « à », sans passer à la seconde partie, l'histoire de l'être, ni donc au « y » du mot « sein », qui gardera, c'est bien le moins, tout son mystère. Qu'on se rassure, la matière est suffisamment riche, même arrêtée au début des années 30. De fait, il est question de destruction dès les premiers cours donnés à l'université de Freiburg, par le jeune privatdozent qui est à l'époque Heidegger. Alors HF ne signifie pas haute fidélité, mais hiver fribourgeois, et EF ne signifie pas, je ne sais quoi d'ailleurs, mais été fribourgeois. Heidegger y recourt la plupart du temps à deux termes, Destruktion et Abbau. Le premier, rendu par destruction, est celui que reprend Sein und Zeit, excusez-moi, j'ai des problèmes respiratoires par moment, et celui que reprend Sein und Zeit à travers un autre terme allemand, enfin plus allemand, nettement plus allemand, ouvertement plus allemand, Zerstörung. Donc on peut le rendre par destruction. Le second, Abbau, on peut et on doit le rendre par déconstruction ou démantèlement, comme l'anglais dismantling, mais ce terme est absent du livre majeur de Sein und Zeit. Donc. C'est dans les Grundprobleme der Phänoménologie, les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, que, semble-t-il, Heidegger utilise pour la première fois les expressions donc destruction et destruction critique, donc le mot allemand donc, étant, j'insiste, Destruktion, qu'il oppose une fois à Konstruktion, en parlant de kritische Destruktion, en mettant en place heuristiquement et sans trop expliciter une méthode combinant destruction, compréhension pure, interprétation et reconstruction. La Phänoménologie der Anschauung und des Ausdrucks. La première offre propose la première élaboration véritable de la notion. Partant d'un diagnostic posé sur la situation philosophique contemporaine, pour élaborer phénoménologiquement une théorie de la formation des concepts philosophiques, Heidegger, assistant de Husserl à Freiburg depuis 1916, après avoir préparé une thèse sur la doctrine du jugement avec le néo-kantien Heinrich Rickert, déposée le 30 juin 1913, puis une thèse d'habilitation sur Duns Scotus, Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, déposée le 2 juillet 1915 à Freiburg,
se livre un vibrant éloge de la méthode nouvelle qu'il vient d'introduire dans les Grundprobleme der Phänoménologie, la déconstruction, le démantèlement, le démontage, Abbau. Il définit l'Abbau comme une libération, un mot que nous avons entendu il y a quelques minutes dans la bouche de David Simonetta, se faisant le porte-voix de Foucault. Donc Heidegger définit l'Abbau comme une libération qui induit une certaine conception de l'histoire et des conditions de possibilité de la Geistesgeschichte, l'histoire de l'esprit, le nom allemand de l'histoire intellectuelle. Le passé historique, les créations de la philosophie, à supposer qu'elles soient encore véritablement accessibles, ne sont pas, je cite, un bloc erratique, abandonné sur place, massif et inerte, que l'on pourrait ausculter, palper en toute quiétude de tous côtés. Le passé de l'histoire de l'esprit ne devient objectif que dans une compréhension vivante, in lebendigem Verstehen. Pareille compréhension, encore appelée saisie, Erfassung, répond à un désir d'aller au large, ins Freie, de sortir à l'air libre, de se libérer de l'histoire dite épigonale qui additionne les systèmes et les points de vue. Elle s'accomplit par la déconstruction, Abbau. La déconstruction vise, je cite, à s'affranchir d'une tradition inauthentique, appropriée de manière non originaire, nicht ursprünglich zu eigenet. Mon Dieu, je n'arrive même plus à le prononcer. Zu eigenet. Elle passe par un acte de discernement, désigné par le terme latin de diudicatio, dont la première fonction est d'opérer la distinction entre ce qui, du point de vue phénoménologique, doit être considéré comme originaire et non originaire, ursprünglich, nicht ursprünglich, et de décider, je cite, quelle place généalogique échoit à un complexe de sens envisagé à partir de l'origine. La déconstruction, comme vous le voyez, est un acte philosophique qui s'inscrit dans l'horizon pratique d'une certaine forme de philosophie, la phénoménologie, définie comme une entente destructive et disjudicative de l'origine. La déconstruction de la tradition concerne à la fois le Moyen Âge et l'âge classique. Heidegger questionne tout particulièrement le scénario historiographique qui fait de Descartes l'incarnation de la pureté de la pensée philosophique indépendante et libérée, et qui place le je, le moi, ou la conscience au centre d'une problématique philosophique désormais tout entière fondée sur le cogito ergo sum. Il s'en prend ensuite à la remontée que l'on commence d'opérer dans les années 1920 de Descartes à Augustin. On est persuadé d'avoir accompli une performance en matière d'objectivité historique quand on affirme qu'Augustin, Descartes incoatif, a, je cite, introduit l'absolue évidence de la conscience de soi dans la philosophie. On va même jusqu'à faire de lui le premier homme moderne, comme Windelband, le promoteur néo-kantien de la Problemgeschichte dans son manuel d'histoire de la philosophie. Mais, dit Heidegger, Augustin se serait signé s'il avait entendu ce compliment. Considérer ainsi Augustin et son supposé principe de la conscience, c'est tutoyer les cimes du malentendu. Le Dieu d'Augustin n'est pas celui de Descartes, il ne joue pas le rôle d'un auxiliaire gnoséologique, Erkenntnistheoretischer Nothelfer. Cela fait une différence, sur laquelle malheureusement Heidegger ne s'étend pas. La déconstruction de la tradition ne se limite pas au passé. Dès la Phänoménologie der Anschauung und des Ausdrucks, Heidegger est en possession d'un aspect essentiel de ce qui sera sur ce point sa thèse fondamentale. La déconstruction peut porter, en fait doit porter, en priorité sur le présent. Cet aspect est particulièrement évident dans les cours de l'année académique 1920-1921. Introduction à la phénoménologie de la religion, traduite en français sous le titre de Phénoménologie de la vie religieuse par Jean Grech en 2012. 1920-2012, vous voyez qu'il faut du temps pour que les textes arrivent jusqu'aux lecteurs non germanophones.
Augustinus und der Neuplatonismus, Augustin et le néoplatonisme. La référence chrétienne est ici primordiale. Le jeune Heidegger répète le geste antiscolastique de Luther contre la philosophie de la religion qui prend la place qu'occupait l'aristotélisme scolastique dans la Disputatio luthérienne de 1517 Contra Theologam Scholasticam. Contre toute construction unilatéralement orientée sur la théorie de la connaissance, incapable d'entrevoir le problème originaire de l'origine des mondes vécus, donc de la constitution du monde religieux en général, donc, pour prendre un seul exemple, de comprendre ce qui distingue fondamentalement le croire et le croire dans le protestantisme et le catholicisme, le tenir pour vrai de la foi catholique et la fiducia des réformateurs. Que la forme originelle de religiosité qui fait irruption en la personne de Luther permet, en revanche, pour qui sait lire, de distinguer phénoménologiquement comme autant de vécus opposés noétiquement et noématiquement. Dans l'introduction à la phénoménologie de la religion, Heidegger explique que l'histoire moderne des religions doit être soumise à une destruction phénoménologique pour que son matériau, ses concepts et résultats puissent être, comme ils doivent l'être, pris en compte par la phénoménologie. Le point culminant du cours est l'explicitation phénoménologique de la première épître aux Thessaloniciens. La méthode de Heidegger consiste à envisager la situation de Paul comme si, je cite, « nous écrivions l'épître avec lui », à accomplir avec lui la rédaction ou la dictée de l'apôtre, en partant de sa personnalité et non pas du prédonné objectif supposé primordial pour définir une situation sur laquelle il s'agirait ensuite de se projeter soi-même sur le mode de l'empathie. Dans une annexe, une des notes et esquisses du cours, intitulée « Phénoménologie de la proclamation paulinienne », la première épître aux Thessaloniciens est présentée comme, je cite, « une méditation existentielle soucieuse de la situation ». Tous ces termes, à commencer par celui de « situation », repris plus tard par Sartre, valent pour définir ce qu'est la phénoménologie de la religion, ou mieux, de la vie religieuse, à savoir une phénoménologie, je cite, de l'expérience factitielle de la vie du chrétien. Cette expérience peut être saisie dans la structure de situation de la première épître si on laisse l'historique authentique venir à l'expression, lequel n'est rien d'autre que l'aspect décisif de l'existence chrétienne de Paul, das Entscheidende seiner Existenz, Elpis, autrement dit l'espérance. Écrivant avec Paul, faisant sienne la proclamation paulinienne, Verkündigung, l'annonce. Les Wagneriens connaissent la Todesverkündigungsszene de la Valkyrie, la scène de l'annonce de la mort. Eh bien, là, ce n'est pas l'annonce de la mort. Faisant sienne donc la proclamation paulinienne, s'adressant pour ainsi dire en la personne de Paul, c'est-à-dire aussi en sa propre personne aux Thessaloniciens, Heidegger note « C'est vous qui êtes mon espérance lors de la parousie. Vous, tel que vous êtes devenu à présent et tel que vous êtes en devenir, vous l'êtes grâce à ma proclamation apostolique, mon accomplissement du concernement Bekümmerung pour vous, c'est-à-dire que mon être authentique, c'est vous. Car si vous ne l'étiez pas, c'est moi qui aurais failli dans mon concernement et dans mon œuvre. » Cette expérience factitielle de la vie chrétienne, nous la retrouvons dans la lettre adressée à Karl Leuwitz le 19 août 1921. Karl Leuwitz, cet étudiant juif auquel Heidegger a offert en 1920 pour Noël un exemplaire de l'imitation de Jésus-Christ. Ces quelques lignes définissent, mutatis mutandis, ce qu'on pourrait appeler la proclamation, l'annonce, la prédication heideggerienne, celle du jeune Heidegger. Je travaille concrètement et factivement à partir de mon « je suis », à partir de ma provenance spirituelle et tout à fait factive, mon milieu, le contexte de ma vie,
à partir de ce qui m'est accessible, à partir de là, en tant qu'expérience vivante dans laquelle je vis. Cette factivité, en tant qu'elle est existentielle, n'est pas un simple Dasein aveugle. Celui-ci est inclus dans l'existence, ce qui veut dire que je le vis. C'est le « je dois » dont on ne parle pas. Cela veut dire que je vis les obligations intérieures de ma factivité aussi radicalement que je les comprends. À cette factivité qui est la mienne revient ce que j'appelle, pour faire court, que je sois théologue chrétien. À cela tient une certaine préoccupation radicale de soi, une certaine scientificité radicale, une objectivité rigoureuse dans la factivité. À cela tient la conscience historique, historico-spirituelle, et cela, je le suis dans le contexte de vie qui est celui de l'université. C'est ce théologue chrétien, parlant le langage du phénoménologue, de cette factivité ou facticité. Il y a toujours sur le marché plusieurs traductions françaises d'un même terme allemand quand il s'agit de Heidegger, la présente alternative n'étant pas la pire. Il y avait, il y a deux jours, je crois, hier, quelqu'un qui demandait, c'est il y a 2 jours, quelqu'un qui demandait ce qu'il en était de la contingence, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que d'une certaine façon, factivité est le nom heideggerien de la contingence. C'est en tout cas ce théologue chrétien phénoménologue qui, vous l'aurez compris, n'est pas et ne se veut en rien un philosophe chrétien. C'est lui, dis-je, qui, dans la recension non publiée du livre de Jaspers sur la psychologie des visions du monde, explique que la route conduisant en philosophie aux choses mêmes, d'ordre husserlien, étant longue, trop longue, pour être parcourue d'un coup d'œil par l'intuition essentielle dont usent et abusent tant de phénoménologues, il faut commencer par déblayer les voies d'accès conduisant aux choses mêmes, par une déconstruction et une reconstruction radicale, entendez une confrontation, une explication avec l'histoire que nous sommes, Geschichte, die wir selbst sind. Ces points sont repris, précisés et développés dans le cours du semestre d'hiver 1923-1924 qui inaugure l'enseignement marbourgeois de Heidegger comme professeur ordinaire, où il succède à Paul Nathorp avec comme collègue Nikolai Hartmann. Einführung in die phänoménologische Forschung, primitivement annoncé sous le titre « Le commencement de la philosophie moderne ». Le cours de Heidegger sur Descartes, comme le rappelle Jean-François Courtine dans « Quaestio mihi factus sum », un article de Courtine, n'est-ce pas, reprenant une phrase de Saint-Augustin, mais aussi le coup d'envoi d'une critique de Husserl, axée, pour citer le paragraphe 48, sur la défiguration husserlienne des découvertes phénoménologiques par le souci de certitude provenant de Descartes. Descartes, Husserl, la machine heideggerienne est lancée. La destruction y est explicitement dressée à la fois contre la tradition et l'histoire et en sous-main contre le souci de sécurité, de sécurisation, de certitude, le souci cartésien d'une connaissance connue auquel les cours sur la phénoménologie de la religion semblent avoir opposé par avance l'inquiétude et le concernement, Bekümmerung paulinien. La destruction n'est pas une considération historique au sens courant du terme, et surtout pas au sens de l'histoire des problèmes, la Problemgeschichte de Willebrandt ou de Nikolai Hartmann, mentionnée au paragraphe 10. La Problemgeschichte sur laquelle le cours de 1928 sur Leibniz reviendra de manière extrêmement critique. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est pas une chose extérieure, elle est nous-mêmes, formule utilisée dans la recension non publiée de la psychologie des visions du monde de Jaspers. Notre être, notre Dasein, comme l'écrit à présent Heidegger, qui n'est plus qu'à quelques encablures de Sein und Zeit, est un être historial. Le désir de libération exprimé dans la phénoménologie de l'intuition et de l'expression trouve dans l'introduction une formulation canonique et un programme précis, une tâche libératrice dont le paragraphe 18 énonce à la fois la visée et le moyen. Se débarrasser, se libérer de toute discipline et des possibilités traditionnelles. Les disciplines sont essentiellement, je cite, l'ontologie et la logique ancienne. Le mode de libération est l'ébranlement et
Erschüttern et la déconstruction du Dasein actuel. Le Dasein étant quelque chose qui est recouvert par sa propre histoire, par l'histoire de l'explicitation qu'il donne de lui-même, toute tentative pour expérimenter plus originairement le Dasein prend issue de la situation actuelle de l'explicitation et de la détermination conceptuelle du Dasein et de la vie, laquelle est dominée, dit Heidegger, par l'ontologie et la logique ancienne, une ontologie et une logique que tout le monde considère aujourd'hui comme allant de soi. Libérer le Dasein, ce qui veut dire en obtenir des modalités d'explication nouvelles, c'est donc ébranler le Dasein actuel, qui est ontologiquement mal construit, verbaut, l'ébranler dans ce défaut de construction, Verbautsein, qui est le sien, comme le traduit Jean Grèche, ou dans ce qu'il a d'obstrué, comme le traduit Alain Bouteau. Ébranlement qui rend possible une déconstruction définie comme, je cite, le fait de reconduire, de ramener à leur sens originaire les catégories fondamentales suivantes. Conscience, personne, sujet. Libérer le Dasein, c'est le désobstruer, le délivrer en chaque cas des excroissances conceptuelles qu'il a configurées pour s'expliquer lui-même en les ramenant donc à leur source originaire. Point capital, pour amener le Dasein à son être véritable, il faut amener le passé à son être véritable. Libérer le Dasein, c'est aussi et d'abord libérer le passé lui-même. Ce sont les deux faces de la destruction. Elle ouvre accès au passé en ouvrant accès au Dasein, elle ouvre accès au Dasein en ouvrant accès au passé. Aufklärung et Abbauen, mise en lumière de l'inadéquation des concepts au Dasein et déconstruction, vont de pair. Le programme de la déconstruction peut, cela dit, étonner, même s'il faut se libérer des disciplines. On peut se demander pourquoi les trois catégories fondamentales censées faire l'objet d'un retour à l'origine, conscience, personne, sujet, relèvent du champ objectif de la psychologie, alors que ce qui est censé obstruer le Dasein actuel a été caractérisé en termes de logique et d'ontologie, et que, au moment de redéfinir en toute précision ce qu'il entend par méthode destructive, Heidegger souligne de nouveau que le cadre de la recherche catégoriale et de la logique prédestinée par les Grecs gouverne jusqu'à ce jour la vision de ce qu'on appelle le Dasein. On attendrait que le projet d'une destruction de la logique soit à ce moment formulé. Ce n'est pas le cas, pour une raison évidente, c'est Descartes et à travers lui Husserl qui sont au centre du dispositif de l'Einführung. La conscience vient donc au premier plan. C'est en 1934 que le programme d'ébranlement de la logique sera explicitement énoncé. Pour ce qui m'occupe cet après-midi, évidemment, dès 25-26, dans le cours intitulé Logik, die Frage nach der Wahrheit, où il y a une critique de la Schullogik, la logique scolaire, et dans le cours de 28 sur Leibniz, il y a déjà une déconstruction de la logique. Bon, en attendant 34, si je puis dire, Heidegger présente ce qu'il appelle les 4 caractéristiques de la méthode destructive. Le premier point est le suivant. La destruction n'est pas une méthode historique universelle. Elle n'est pas non plus négative. Elle prend au contraire en vue ce qu'il y a de positif dans ce qu'elle soumet à la destruction. Elle n'a pas de visée rétributive ou jurisprudentielle. Elle n'est pas axée sur la vérité et la fausseté. Elle est néanmoins, et c'est le deuxième point, critique, un prédicat introduit, je vous le rappelle, dès les Grundprobleme der Phänomenologie de 1920, kritische Destruktion. Ce que critique la destruction, c'est le présent, non le passé, à savoir plus précisément notre Dasein actuel en tant qu'il est recouvert par un passé devenu impropre. L'affect spécifique que provoque à titre de bénéfice secondaire la destruction étant ce que Heidegger appelle d'un terme à saveur kantienne Ehrfurcht vor der Geschichte, respect pour l'histoire. La critique du présent passe par la reconduction du passé à son être véritable, ici dit objectif, reconduction qui le rend capable d'exercer un effet retour sur le présent, sur le Dasein actuel.
Pour ce faire, il faut littéralement, je cite, « lutter avec le passé pour le ramener à son être propre ». De par cette lutte, la recherche philosophique se situe en deçà de la distinction entre l'historique et le systématique. Elle est plus originaire, d'où la prise de distance déjà évoquée avec la Problemgeschichte. L'orientation historique de la destruction ne consiste pas à passer en revue une série de visions du monde, c'est bien plutôt une lutte avec le passé, une lutte où le passé est amené à son être propre. L'objectivité de la destruction amène le passé à son être véritable, c'est-à-dire le rend apte à exercer un contre-coup sur le présent. Ce n'est que si le passé est ainsi mis en capacité d'exercer ce contre-coup que son objectivité s'éveille, tout comme s'éveille pour le présent sa relation intime à l'histoire. Le troisième et le quatrième point achèvent le portrait d'une méthode qui est tout sauf universellement extensible. La destruction est connaissance historique, elle ne vise ni la production d'un système, ni la réfutation. Ce n'est pas une méthode historique autonome, exploitable en dehors du projet d'ontologie phénoménologique, c'est une exploration qui ouvre ce qui est réellement en cause dans le Dasein quant à ses caractères d'être. Je viens directement à quelques pages bien connues mais incontournables. À Sein und Zeit, publié en 1927, le livre de Heidegger, publié, je le souligne, 50 ans avant sa mort, inachevé et qu'il restera. Le paragraphe 6 de Sein und Zeit donne, je le rappelais en commençant, un exposé programmatique de la tâche d'une destruction de l'histoire de l'ontologie. Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie. La tâche s'entend par rapport à ce qui était défini d'emblée comme la nécessité d'une répétition expresse de la question de l'être, aujourd'hui tombée dans l'oubli. Avec la Seinsfrage, l'histoire est désormais là, grande ouverte, toute l'histoire. Ce n'est pas encore la Geschichte des Seins, avec un Y, dont le motif éclate véritablement dans les années 1930-1940. C'est seulement l'histoire de l'ontologie qu'il s'agit de soumettre à la destruction. Le paragraphe 6 n'entre pas dans les détails. Il la trace en quelques lignes qui articulent philosophie ancienne et moderne sur la longue durée. Dans ce scénario, Descartes ne représente pas une rupture, mais la continuité. C'est par lui que l'ontologie grecque déracinée, devenue au Moyen-Âge un capital doctrinal fixe, passe sous une empreinte scolastique via les Disputationes Metaphysicae de Suarez dans la métaphysique et la philosophie transcendantale des temps modernes, déterminant jusqu'aux fondations et au but de la logique de Hegel. La question de l'être étant complètement omise au cours de l'histoire de l'ontologie, ce sont des régions d'être déterminées et privilégiées qui sont prises en vue et même qui guident primairement la problématique, à savoir l'ego cogito de Descartes, le moi, la raison, l'esprit, la personne. Ces régions demeurant non questionnées quant à l'être et à la structure de leur être, c'est tout le fond catégorial de l'ontologie traditionnelle qui doit être soumis à ce que Heidegger appelle désormais Zerstörung, destruction à l'allemande. La destruction de l'histoire de l'ontologie, passant par l'élaboration des fondations ontologiques implicites du cogito sum, au premier rang desquelles figure la détermination de la res cogitans sive mens sive animus comme ens creatum, terme clé de l'ontologie médiévale. On ne s'étonne pas de voir programmer au paragraphe 18 une destruction phénoménologique du cogito sum annoncée pour la deuxième partie, section 2, qui, j'y faisais allusion tout à l'heure, manque, mais dont le cours de 1927 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, c'est la seconde occurrence de ce titre, lui-même inachevé, donne les éléments principaux. Premièrement, fondement ontologique du cogito sum cartésien et deuxièmement, survivance de l'ontologie médiévale dans la problématique de la res cogitans. Le cours du semestre d'été 27, consacré aux problèmes fondamentaux de la phénoménologie, une reprise donc du titre du cours donné à Fribourg en 1920, qui propose une nouvelle élaboration de la troisième section de la première partie de Sein und Zeit et qui s'arrête en fait dès le premier point de la deuxième des trois parties prévues, donne une définition
canonique de la destruction comme appropriation authentique, autour de laquelle gravitent tous les cours antérieurs à Sein und Zeit. La construction philosophique est nécessairement destruction, c'est-à-dire déconstruction, accomplie à travers un retour historique à la tradition de ce qui est transmis. Cela ne signifie aucunement négation de la tradition, ni condamnation frappant celle-ci de nullité, mais au contraire, appropriation positive de cette tradition. L'année 28 voit Heidegger reprendre la tâche de la destruction en l'appliquant à la doctrine leibnizienne du jugement, non sans résultat probant. Mais c'est la fin de la période de Marburg. Une nouvelle ère commence avec le retour à Freiburg, celle du second Heidegger. Dans les années 1930-1940, la destruction de l'ontologie traditionnelle cède la place à ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être. Je le disais en commençant, il n'est pas question d'entamer aujourd'hui l'étude de la dite histoire. Ce sera l'objet de mon cours de 2017, du semestre d'hiver. Non, du semestre d'été 2017. Compte tenu de ce que les communications sur Lovejoy, Spitzer, Berlin, Benichou, Hazard ont apporté sur le rapport entre romantisme et hitlérisme, sur le totalitarisme, sur l'humanitarisme, sur le libéralisme, je voudrais mettre à profit les quelques minutes qui me restent pour poser la question suivante. Y a-t-il un usage totalitaire de la déconstruction ? Pour répondre à cette question, je me centrerai sur le traitement réservé à une question. La question « Qu'est-ce que l'homme ?» telle qu'elle est déconstruite à un moment précis de la trajectoire heideggerienne. Je le ferai en tenant compte non seulement du texte, mais du contexte, du milieu, pour reprendre un des termes utilisés jeudi et utilisé par Heidegger lui-même dans sa lettre à Karl Löwit. En cela, je suis, du verbe suivre, mais je n'insiste pas sur ce point, les orientations qui sont les miennes et que Kevin a eu la gentillesse de rappeler en matière d'histoire des idées, et notamment la substitution collingwoodienne des complexes questions-réponses au problème de la Problemgeschichte et l'équilibre, mon érinisme à moi, entre textualisme et contextualisme, pour lequel je plaidais dans ma leçon inaugurale où j'évoquais Lovejoy, Skinner et Rorty. Je pars de la question « Qu'est-ce que l'homme ?» parce qu'elle est la question centrale de l'anti-humanisme heideggerien et que le document dans lequel je l'examine s'inscrit dans une stratégie argumentative précise, définie par un complexe question-réponse précis dans une situation précise. J'ouvre le premier cahier noir, le premier volume des cahiers noirs. Je vois que la première page est constituée par un questionnaire qui mime en quelque sorte le questionnaire de Kant, auquel se rattache l'ensemble du discours heideggerien, mais aussi foucaldien, sur le statut de l'anthropologie chez Kant et, par extension, dans la philosophie moderne, marqué par la tendance à résorber la métaphysique dans l'anthropologie philosophique et ou la psychologie, cette tendance étant, avec l'essor des visions du monde, une des manières d'entendre ce que Heidegger vise dans tous les sens du terme dans ses méditations sur l'histoire de l'être. Je rappelle le texte de Kant, qui, notez-le, figure dans sa logique. Le champ de la philosophie donne lieu aux questions suivantes. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que faut-il espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? La métaphysique répond à la première question, la morale à la seconde, la religion à la troisième et l'anthropologie à la quatrième. Mais au fond, l'on pourrait tout ramener à l'anthropologie. Alors là, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec une manie graphique heideggerienne. C'est comme d'habitude le passage de Word à Adobe, je ne sais pas quoi, qui occasionne cette scansion malencontreuse. Et aussi mon inhabileté bien connue. Mais au fond, l'on pourrait tout ramener à l'anthropologie parce que les trois premières questions se rapportent à la dernière. Celui des cahiers noirs est le suivant. Was sollen wir tun? Wer sind wir? Warum sollen wir sein? Was ist das Seiende? Warum geschieht sein? Aus diesen Fragen aufwärts in Einheit ist das Philosophieren. Que devons-nous faire? Qui sommes-nous?
Pourquoi devons-nous être? Qu'est-ce que les temps? Pourquoi l'être advient-il? Se produit-il? A-t-il lieu? C'est des traductions que je propose pour Goethe. C'est à partir de ces questions que le philosopher se déploie dans l'unité. On pourrait traduire aussi, c'est à partir d'elle que s'élève unitairement l'acte de philosopher. Aufwärts, hop, debout. Tels sont les premiers mots du volume 94 de Gesamtausgabe consacré aux Überlegungen de 6, autrement dit aux notes accumulées dans les Schwarze Heft entre 31 et 38. Question naïve. Ces questions reviennent-elles dans les cahiers noirs? Où? Quand? Comment? Assez remarquablement, les questions que l'on serait tenté de qualifier d'ontologiques ne sont pas reprises dans le volume 94. Deux reviennent, en revanche. La première, Was sollen wir tun? Et la deuxième, Wer sind wir? Question 1, Was sollen wir in dieser Lage tun? Que devons-nous faire? Page 132 de l'édition Travny. Que devons-nous faire dans cette situation? La situation en question étant celle de l'université allemande, de son auto-affirmation, dans le cadre et au-delà de ce qu'exigent, je cite, les mises au pas et les innovations désormais inévitables. Je traduis par mise au pas, Gleichschaltungen. Question 2. Qui sommes-nous? Revient dans un paragraphe 40, Travny, page 443-444, consacré à une question absente du questionnaire initial. Wo stehen wir? Où sommes-nous? Où en sommes-nous? Où nous tenons-nous? Mais qui, parce que le « où », le « wo », renvoie à une question plus originaire, celle du « nous », du « wir », ramène le « wo stehen wir » à « wer sind wir », à la question « qui », la « wer-Frage », comme question de l'ipséité de la Selbstheit. Nous sommes en 1931. Voyons ce que devient la question « Wer sind wir ?» J'en viens à mon document central. Voilà plusieurs années que j'évoque un texte précis, le cours du semestre d'été 34, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, en soulignant qu'il avait été annoncé sous le titre Der Staat und die Wissenschaft, l'État et la science, et en invitant ceux et celles qui ont des oreilles à entendre ce qui se jouait et d'une certaine façon se joue encore là. C'est sur ce cours que je voudrais m'arrêter quelques instants. Un cours, non pas un traité ou une œuvre, mais une séquence d'actes, de paroles, de pensées effectuées dans un cadre social. Heidegger est un contemporain exact de Paul Hazard et d'Étienne Gilson. Hazard a été nommé, Antoine Compagnon nous le rappelait hier, ou plutôt me l'apprenait hier, Hazard a été nommé recteur de l'Académie de Paris en 1941, mais refusé par les autorités d'occupation allemandes. Il n'a jamais donc occupé son poste, comme donc le rappelait Antoine. Heidegger a été nommé recteur de l'Université de Freiburg en 1933 et a occupé son poste. En 1932, quittant l'école pratique des hautes études où il occupait la direction d'études d'histoire des doctrines et des dogmes, Étienne Gilson a été élu au Collège de France, où il a retrouvé Paul Hazard, entré en 1925. Le cours de 1934 se situe à un moment clé dans la carrière de Heidegger. Nommé recteur le 21 avril 1933, dans le cadre de la mise au pas générale, comme l'indique la didascalie de son portrait officiel. Im Zuge der allgemeinen Gleichschaltung wurde Professor Dr. Martin Heidegger zum Rektor der Universität Freiburg im Breisgau gewählt. Heidegger démissionne de son poste un an plus tard, le 27 avril 1934. Il a évoqué ce cours dans la troisième section de sa lettre au rectorat académique de l'Université de Fribourg en 1945, intitulée cette section « Mes relations avec le parti après 1933 ». Dans le premier semestre qui suivit ma démission, mon cours s'intitula « Logique » et traita, entre autres, sous la rubrique « Doctrine du logos », de l'essence de la parole. Ce qu'il s'agissait de montrer, c'est que la parole n'est pas un moyen d'expression de l'être humain conçu d'un point de vue racial et biologique, mais à l'inverse, que l'essence de l'humain a son fond dans la parole, entendue comme réalité fondamentale de l'esprit. Toute tête bien faite parmi les étudiants a parfaitement entendu ce cours, ainsi que son intention foncière. Il fut aussi entendu par les observateurs et espions
qui, sur mon activité d'enseignement, n'ont dès lors plus cessé de faire rapport à Heidelberg auprès de Crick et à Berlin auprès de Baumler, le chef du bureau chargé de la science à la direction de l'Office Rosenberg. Le cours du semestre d'été, donc, est le cours sur la logique, traduit par Frédéric Bernard sous le titre « La logique comme question en quête de la pleine essence du langage ». Il n'y a aucune raison de contester le propos de Heidegger. Il est vrai que le cours traite, entre autres, de l'essence de la parole. Il est vrai aussi que si le cours était annoncé sous le titre « L'État et la science », mardi, jeudi, 17h, 18h, c'est au début de la première heure que Heidegger fit connaître de manière catégorique et démonstrative la modification décidée en disant « Je fais un cours de logique ». À la grande surprise et aux grandes dames de quelques fonctionnaires nationaux socialistes qui se trouvaient présents au cours, selon ce que rapporte l'éditeur du cours, Günther Seubold, auquel j'emprunte ces quelques lignes, qu'il emprunte lui-même au témoignage de quelques auditeurs. J'imagine volontiers que s'il y avait en outre des logiciens dans l'amphithéâtre, ils n'ont pas été moins surpris que les dits fonctionnaires, mais pour d'autres raisons. J'en viens au point principal. Il n'est plus question dans le cours de destruction phénoménologique, pour une raison simple. Heidegger n'est plus phénoménologue. Le mot phénoménologie n'est pas prononcé une fois. Il reste quelque chose, cependant, du passé marbourgeois. L'ébranlement, Erschüttern. Comme l'explique assez vite Heidegger, le cours sur la logique ne porte pas sur la logique. Il se tient, je cite, devant la tâche fondamentale qui consiste à l'ébranler depuis son fondement. Cela, non pour répondre aux fins d'une quelconque Gleichschaltung, la mise au pas nazie, rendue par uniformisation dans la traduction de Frédéric Bernard, mais comme une tâche à laquelle, dit Heidegger, nous travaillons depuis 10 ans, qui se fonde sur un changement de notre Dasein lui-même et qui représente ce qu'il y a de plus intimement nécessaire dans notre tâche historiale propre. Nous. Qui cela, nous, direz-vous? Heidegger lui-même. L'Erschüttern était explicitement invoqué 10 ans plus tôt dans le cours marbourgeois du semestre d'hiver 23-24, Einführung in die phänomenologische Forschung, lui aussi primitivement annoncé sous un autre titre, rappelez-vous, le commencement de la philosophie moderne. Il y était question, rappelez-vous encore, de libérer, d'ébranler, de déconstruire le Dasein actuel en se libérant de l'ontologie et de la logique ancienne, autrement dit, en les soumettant à une double déconstruction. Apparemment, le semestre d'été 34 continue sans coupure le projet de 1923-1924. Mais regardons de plus près. Le mot ébranlement ne figure que dans l'introduction du cours. Passé ce stade, il n'en est plus question. Le cours comprend 2 parties. La première traite de la question de l'être du langage comme question fondamentale et directrice de toute logique. La seconde traite du temps original en tant que sol de toutes les questions posées jusqu'à ce point, je cite, et annonce la reprise de la série des questions en sens inverse. 2 choses méritent ici l'attention. La nature des questions posées et la structure du cours articulant questionnement et reprise inversée. Heidegger n'annonce pas cette structure au début du cours. Il ne l'explicite pas davantage au début de la seconde partie. Il l'introduit dans la reprise du contenu du paragraphe 19 de la première partie, consacré au rapport entre histoire, connaissance historique, ce qu'il appelle mise au fait de l'histoire, comme quelqu'un se met au parfum, mise au fait de l'histoire, et science historique, à savoir la science des historiens. La question de l'essence de l'histoire, objet du 3e et dernier chapitre de la première partie du cours, marque en effet, je cite, un endroit décisif de l'enchaînement du questionnement dans son ensemble. Pour se remettre en mémoire cet enchaînement, avant d'aller plus loin, Heidegger propose d'en parcourir les mots-clés essentiels. Il le fait, et c'est en le faisant qu'il introduit un schéma qui vaut aussi bien pour la structure du cours tout entier. La tâche fixée a pour thème la logique, qui a elle-même pour thème le logos, que le cours a déterminé comme langage. Ainsi, dit Heidegger, la question qu'est et comment est le langage et à quel domaine de l'être appartient-il, la réponse apportée à cette question étant que le langage est une détermination distinctive de l'homme
Eh bien, étant donné tout ça, une nouvelle question a surgi, les questions s'enchaînent. Qu'est-ce que l'homme? Laquelle s'est transformée en la question « Qui sommes-nous nous-mêmes » Même étant, dit Heidegger, écrit avec une majuscule pour marquer l'essentialité du caractère du soi-même. Alors en allemand, on dit en gros, n'est-ce pas bon, en français, on a traduit avec une majuscule. De toute façon, rassurez-vous, il n'y a aucune majuscule à aucun moment dans le texte. Donc il faudrait peut-être regarder la traduction qu'on fait de temps à autre. Mais bon, c'est pas grave. Voici donc posée en 1934, quelques semaines après la démission du rectorat, la question des cahiers noirs. Wer sind wir? Qui sommes-nous? Réponse est donnée. Qui en appelle d'autres? Qui débouche elle-même sur la question de l'essence de l'histoire. Je cite, « La première réponse que nous ayons donnée s'est exprimée par le mot « peuple ». Nous avons en même temps caractérisé cette réponse comme une réponse ayant le caractère de la décision. Nous avons vu l'essence de la décision dans la résolution, mais la résolution n'est pas un acte ayant lieu à un moment précis, c'est un mouvement d'advenir en vertu duquel nous nous insérons dans le mouvement d'advenir dans lequel nous nous trouvons. C'est de là qu'a pris sa source la question « Qu'est-ce que l'histoire ?» Le trajet est complet. Heidegger en donne le schéma, ce que j'appelle la chicane Heidegger, comme il y a une chicane Ford au Mans. La chicane Heidegger. Logik, Logos, Sprache, Mensch. Wer sind wir selbst? Volk, Entscheidung, Entschlossenheit. Was ist Geschichte? Logique, logos, langage, homme, qui sommes-nous nous-mêmes, peuple, décision, résolution, qu'est-ce que l'histoire? On parlait ce matin de zigzag. On peut voir ici deux triangles ayant un sommet commun et communiquant par ce sommet, ou de par l'accentuation, le gras, du trait, on peut voir un schéma en Z. Ce schéma a un nom, c'est une chicane. Terme d'architecture militaire caractéristique avec le redan des fortifications à la Vauban, figure dont Lacan se sert pour définir la névrose obsessionnelle comme décomposition défensive. Je le cite au passage. La question « Qui sommes-nous nous-mêmes » est la question centrale par laquelle tout passe et repasse. En fait, les deux figures se superposent, les triangles communicants et le trajet en chicane. Les triangles et leurs aires respectives qui se rétrécissent de la base au sommet commun marquent la différence de compréhension des concepts impliqués. Le Z trace le chemin de la réversion, de la descente et de la remontée. Une chose est claire, on ne peut passer d'un extrême à l'autre sans affronter la question « Qui sommes-nous nous-mêmes » Si nous prenons le cours des questions comme la chose décisive, alors, en partant pour ainsi dire de la plus grande portée conceptuelle possible, c'est-à-dire celle de la pensée, nous sommes parvenus à des concepts se restreignant de plus en plus. Et au sommet de la question, nous sommes tombés sur nous-mêmes. Et à partir de cette question, en quête de nous-mêmes, nous sommes arrivés de nouveau au grand large, jusqu'à la question portant sur l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Par là, nous n'avons pas quitté le commencement, mais nous pouvons à tout moment inverser la série des questions, de sorte que nous arrivons de nouveau au commencement. La succession des questions doit continuellement être renouvelée, précisément quand il s'agit de questions philosophiques. Ici, chaque réponse remet ce qui a été atteint jusqu'alors encore en question. Il en va autrement dans la science. Vous rappelez que notre administrateur, le Prochance, rappelait ce mot de Heidegger, la science ne pense pas, n'est-ce pas? Alors vous avez une explication plus ou moins de cela. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux, dans les quelques minutes qui restent, regarder de près le traitement de la question « Qui sommes-nous nous-mêmes » pour répondre à la question de savoir si le cours du semestre d'été 34 continue sans coupure le travail engagé depuis le début des années 20. Je vais à l'essentiel, la manière dont est exprimée la réponse donnée par le mot « peuple ». C'est au paragraphe 13 que la question « Qui sommes-nous nous-mêmes » reçoit pour réponse « Nous sommes le peuple ». Wer sind wir selbst? Geantwortet, wir stehen im Sein des Volkes. Unser Selbstsein ist das Volk. Heidegger part de la situation. Il s'adresse aux étudiants, à l'auditoire, pose la question et répond que la réponse est non pas dans la question,
mais dans la complaisance des étudiants et du professeur. Nous autres qui sommes ici, maintenant, ici, en exprimant sans embâche notre Dasein de maintenant et d'ici, nous sommes engagés dans l'événement d'éducation d'une école qui est censée être l'établissement d'enseignement supérieur devant éduquer au savoir. En nous tenant là comme nous le devons, en voulant la volonté d'un État qui lui-même ne veut rien d'autre que la volonté de souveraineté et la forme de souveraineté qu'un peuple exerce sur soi-même, nous avons maintenant, et tout à fait inopinément, répondu à la question « Qui sommes-nous nous-mêmes ?» Nous nous tenons dans l'être du peuple. Notre être soi est le peuple. Par notre manière de dire, nous sommes là, engagés dans le mouvement d'un événement d'éducation. Quelque chose s'est accompli. Mit der Wendung, wir sind da eingelassen in ein Erziehungsgeschehen, ist etwas vollzogen. Quoi donc? Nous avons rejoint l'instant. Was geschah? Wir fügten uns in den Augenblick. À l'évidence, il n'y a ici qu'un locuteur, Heidegger, qui parle pour le « nous » de l'assistance, en la soumettant à une expérience de pensée muette. Que diriez-vous si vous aviez la parole? À laquelle il répond lui-même. Vous diriez, nous sommes là, nous sommes prêts, que cela soit, wir sind da, wir sind bereit, es geschehe. La suite du cours passe par une série de considérations mi-anthropologiques, mi-métaphysiques sur ce qu'est un peuple en tant que corps, donc aussi race, âme et esprit, qui n'ont guère d'intérêt et ne peuvent en avoir, car la distinction entre question quoi et question qui vaut aussi bien dans le domaine de ce que Habermas appelle le Dasein collectif que dans celui du Dasein individuel. La question « qu'est-ce qu'un peuple ?» posée en vue d'arriver à une définition pour tout le monde, dit Heidegger, n'est pas permise ici, mais bien seulement qui est ce peuple que nous sommes nous-mêmes, qui est une question de décision. Heidegger poursuit en demandant « Que veut dire ici décision ?» On peut, je crois, on doit arrêter là. La question à poser est « Qui a le droit de décider de s'engager dans l'événement d'éducation qu'est l'université ?» La réponse est simple. Ceux qui sont là, au sens le plus trivial du terme, autrement dit, ceux qui ne sont pas interdits d'université. Qui confère ce droit? L'État. Le rectorat de Heidegger, qui coïncide avec la consolidation du régime nazi, est marqué par la mise à la retraite d'office des professeurs juifs et l'interdiction des associations juives d'étudiants. En 1934, Husserl n'a plus le droit de fréquenter la bibliothèque de Fribourg. Nous évoquions hier le destin de trois mots, Ganzheit, Streben, Eigentümlichkeit, pour penser le totalitarisme, le rapport du romantisme à l'hitlérisme, en pointant leur ambiguïté, leur polysémie. On peut ajouter au mot les questions. C'est le cas de « Wer sind wir selbst ?» Il y a des questions ambiguës. Une question univoque peut être employée de manière ambiguë. Dans le cours de 1934, la question « Wer sind wir selbst ?» est soumise à une déconstruction dans un complexe de questions qui est lui-même une déconstruction. La déconstruction n'a pas changé comme méthode. La reconduction, à l'origine, est même figurée spatialement par le trajet en Z. Ce qui a changé, c'est les conditions de son accomplissement. Il s'agit d'un acte collectif, accompli étape par étape comme un rite d'intégration. La séquence a la fonction d'un sermon médiéval ad status, aux états dans la société, aux conditions sociales. Comme le discours de rectorat, comme l'appel aux étudiants, qui éclaire le sens de la décision dans le schéma en Z. Je ne puis vous le lire faute de temps, nous y reviendrons le cas échéant dans la discussion, dans ce sermon. Cette destruction liturgique, tout s'articule autour de la question « vers qui ?» La question « qui ?» opposée en 1927 à la question « quoi ?» est celle qui ouvre l'espace de l'éthique.
de la subjectivité définie en termes d'imputation, d'imputabilité, la Zurechnungsfähigkeit de Scheler, l'ascription, selon la traduction de Ricoeur, la capacité éthique de se reconnaître comme l'auteur véritable, le sujet de ses propres actes, ce qu'on appelait hier le principe de subjectivité. La condamnation du subjectivisme sera pourtant la thèse la plus fondamentale de la Geschichte des Seins, le subjectivisme dont les cahiers noirs feront la matrice de tous les mots. Mais ce n'est pas l'essentiel ici. L'essentiel est la nature de la réponse à la question « Wer sind wir ?» Non pas des individus, des humains, des étudiants, des hommes, des femmes, mais bien un nous, à savoir un peuple, non pas une collection, mais un universel singulier. Nous sommes le peuple. Voilà qui, dans la séquence, dans le schéma argumentatif en chicane, permet d'arracher l'ensemble de la chicanerie à la métaphysique, de dissocier « Wer sind wir selbst ?» de « Nous sommes des êtres vivants, animés, parlants, doués de logos, rationnels ou raisonnables », et de sauter en dehors, précisément dans l'histoire de l'être, séparé de la métaphysique, dit Heidegger, par un abîme. Le « qui sommes-nous » intervient dans d'autres questionnaires philosophiques. Il n'appelle pas une réponse du type « nous sommes le peuple ». Une réponse possible serait justement à chercher dans la thèse de Karl Lewitt, l'étudiant de Heidegger. Cette thèse préparée sous la direction de Heidegger, Phänomenologische Grundlegung der ethischen Probleme, publiée sous le titre Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, ein Beitrag zur anthropologischen Grundlegung der ethischen Probleme. Les circonstances dans lesquelles l'énoncé est produit rendent la réponse d'autant plus artificielle que ceux qui sont appelés à répondre présents ont été sélectionnés de telle manière que la réponse ne fasse que sceller et sceller cette exclusion. La question n'est pas antisémite en elle-même, mais tout le reste l'est. Les circonstances, les conditions, les protagonistes de l'acte de parole. La destruction est mimée, elle est jouée, la question ne se pose pas, puisque la réponse n'est pas à chercher ou à trouver, mais à montrer comme on montre des papiers. Cet acte liturgique est accompli par l'enseignant, qui questionne comme on célèbre un rituel dont chaque étape est connue d'avance, ce qui n'est pas le cas d'une recherche en commun. Je conclus par une image. Les images ne pensent pas. Elles peuvent, en revanche, peut-être donner à penser. C'est une image de procession. DSA, les différents personnels de l'université en toge ou en uniforme, au centre, le recteur. Le recteur est au centre. C'est le plus petit des grands hommes. Que regarde-t-il? Qu'attend-il? À quoi pense-t-il? Wir sind da, wir sind bereit, es geschehe. Je ne sais. Je propose de les laisser là. Image d'arrêt, arrêt sur image. Nous retrouverons tout cela l'année prochaine dans le cours intitulé Destructio Destructionis, Heidegger, Foucault et la pensée médiévale.